Bonjour et bienvenue dans Esprit d'entreprise, l'émission des grands entretiens du Figaro TV, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Bonjour Olivia. Gaëtan. Aujourd'hui, nous recevons Thomas Buberl. Bonjour. Bonjour Gaëtan, bonjour Olivia. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'AXA, qui est un des plus grands groupes d'assurance du monde et qui est un groupe qui a une histoire assez extraordinaire, qui est très liée à son fondateur, Claude Bébéar, qui est décédé récemment. C'est lui qui a bâti AXA en partant d'une petite mutuelle normande et puis qui s'est développé et de rachat en rachat, qui a grossi en rachetant à peu près tout ce qui passait, Drouot Assurance, la Compagnie du Midi, Equitable aux États-Unis, et puis le morceau de choix, c'était l'UAP, c'était en 1996, c'était à l'époque le grand assureur français. AXA a 40 ans, il n'y a eu que 3 patrons chez AXA, il y a eu Claude Bébéar, il y a eu Henri Decastres, et puis vous, Thomas Buberl, vous êtes directeur général depuis 2016, et vous avez recentré la compagnie sur l'assurance des personnes et l'assurance des entreprises. D'ailleurs, vous avez sacrifié la tradition, vous avez vous-même fait un gros rachat aux États-Unis, c'était l'assureur KL. Aujourd'hui, AXA, c'est 120 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 154 000 collaborateurs, c'est 95 millions de clients et une présence dans 50 pays. Alors, on va revenir évidemment sur vos priorités stratégiques pour le groupe, puisque vous venez d'être reconduit jusqu'en 2030 sur votre stratégie de croissance externe. Est-ce que vous allez continuer à ce même rythme? On voit que le métier d'assureur est aussi complètement bouleversé par la surexposition des crises et des risques. Vous nous expliquerez comment vous y faites face. On va parler Europe aussi et voir les enjeux de sa gouvernance, si elle veut continuer à jouer dans le grand concert des puissances mondiales. Mais d'abord, on va parler de la France, Thomas Buberl, puisqu'on voit qu'il y a une grande instabilité politique aujourd'hui en France. Est-ce que ça nuit vraiment à l'économie? Parce qu'on voit que, bon an, mal an, eh bien, la croissance tient, la consommation tient aussi, l'investissement. Donc, est-ce qu'il y a vraiment... est-ce que ça nuit vraiment à l'économie? Non, la situation que nous sommes en train de vivre en France est très grave et on voit que nous sommes dans une impasse. Et il est urgent de trouver une solution pour ça, parce qu'aujourd'hui, la confiance des consommateurs, la confiance des entreprises en termes d'investissement, la confiance. Vous ralentissez aussi, vous-même vos on le voit clairement, aussi la confiance des investisseurs étrangers. Et je pense que c'est un moment important de se dire comment on peut sortir de cette crise. Et si moi je vois aujourd'hui, il est très bien de parler sur les amendements successifs il y en a beaucoup, plusieurs milliers. Des lois de finances, mais je pense qu'il y a un sujet qui manque aujourd'hui, c'est la question: quel est le projet pour la France? Parce que, encore une fois, les gens sont prêts à se sacrifier pour quelque chose, mais il faut savoir où on veut aller. Et cette question, où on veut aller, j'ai du mal à trouver une réponse aujourd'hui. Ça, c'est le débat d'une élection présidentielle, en fait. C'est peut-être que c'est ce débat qui se posera dans 1 an et demi, maintenant dans 2 ans. Oui, peut-être, mais je veux dire... Mais en attendant... Oui, nous sommes aujourd'hui dans une situation grave et encore une fois, il y a des choses qui vont demander des gens, parce qu'on parle quand même d'une augmentation de la fiscalité, on parle de l'autre côté une réduction de quelques paiements, notamment dans l'affaire sociale, et je pense beaucoup de gens vont être touchés par ça. Et j'imagine, les gens se posent la question, mais ok, si je dois contribuer quelque chose, mais pour quel but? En fait, vous dites le redressement des comptes publics, ce n'est pas un programme en soi. Il faut que derrière, il y ait un projet beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus large. Oui, bien sûr, parce que nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes. Je veux dire, il ne faut pas essayer de critiquer et comprendre comment nous sommes arrivés ici, parce que ça, c'est une perte de temps. La seule manière est la question, il faut discuter ensemble comment on peut en sortir. Et aujourd'hui, à mon avis, pour en sortir, il ne faut pas uniquement critiquer ou viser l'État, il faut réfléchir, ok, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Alors justement, si vous aviez 2-3 mesures à préconiser... je vais juste terminer ma phrase. Alors, il faut le faire ensemble. Ça veut dire il faut aussi
tolérer, du point de vue de l'État, une certaine, je veux dire, responsabilisation des gens. Ça veut dire, aujourd'hui, les entreprises et les citoyens doivent être plus intégrés dans ce processus, donc doivent aussi prendre plus de rôle. Alors, quelques sujets concrets. Je pense, par exemple, au lieu de juste parler sur une augmentation de la fiscalité pour les entreprises, on pourrait aussi réfléchir, OK, quel est notre but ? Comment est-ce que les entreprises peuvent contribuer? Par exemple, aujourd'hui, on a un vrai sujet sur le chômage avec les jeunes. On ne trouve pas, au début de leur carrière, un travail. Les entreprises peuvent aider. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, OK, chaque entreprise doit avoir, je dis, 6% de leurs effectifs des apprentis. Et s'ils ne remplissent pas cette condition, là, la fiscalité supplémentaire s'applique. Là, tout d'un coup, vous impliquez les gens. Ou je vous donne un autre exemple. C'est pareil pour les seniors, parce qu'il y a aussi un gros problème avec les seniors. Ouais. Comment on peut, je veux dire, pas encourager les seniors pour travailler plus loin? Comment est-ce qu'une personne peut être pénalisée de travailler plus que l'âge de retraite? Les entreprises sont assez coupables là-dessus, parce qu'elles ont quand même beaucoup profité des systèmes de pré-retraite. Absolument, absolument. C'est pourquoi c'est un œuvre ensemble. Ouais. Il faut voir. C'est pourquoi moi je critique pas l'État. Il faut voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Ou je donne un autre exemple. Aujourd'hui, dans la sécurité sociale, on se plaint sur le fait qu'il y a trop de dépenses. Pourquoi pas tourner le système dans l'autre sens, de dire, OK, Olivia, j'ai réservé 6 000 € pour vous chaque année. Si vous dépensez uniquement 5 000, je vous donne la moitié des 1 000. Tout de suite, vous avez incentivé la personne en question de réfléchir à sa consommation, et ça commence avec le fait que sur ma carte vitale, je dois voir ma consommation, parce qu'aujourd'hui, je ne sais même pas combien j'ai consommé. C'est ça, la ré-responsabilisation des gens. Vous parlez du rôle des entreprises. Est-ce que les chefs d'entreprise ont aujourd'hui un rôle aussi pour retrouver aussi un projet commun? On a entendu le Premier ministre dire voilà, les chefs d'entreprise aujourd'hui sont trop pessimistes, ils n'arrêtent pas de râler. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rôle aussi du chef d'entreprise pour redonner la confiance et redonner un cap social? Absolument. Encore une fois, je reviens. Ré-responsabilisation, ça veut dire tout le monde doit s'engager. Et ça veut dire aussi critiquer l'État. C'est quasiment, je veux dire, on ne se comporte pas dans le but de la société. Il faut maintenant focaliser que sur le futur et il faut que les chefs d'entreprise s'engagent. C'est vrai. De plus en plus. Oui, mais encore plus, et peut-être même de se mettre ensemble pour aider de trouver un projet. Parce qu'il est absolument urgent, il faut qu'on trouve un projet. Je veux dire, aux États-Unis, Donald Trump a trouvé le projet Make America Great Again. On peut dire c'est ce qu'on veut, mais c'est un projet. C'est quoi Make la France Great Again? Alors justement, vous parlez des États-Unis. L'atmosphère a changé depuis l'élection de Donald Trump. On a vu la guerre commerciale réapparaître, on a vu la reconstitution de grands blocs. Il y a la Chine, il y a les États-Unis, et puis il y a l'Europe. Et on a toujours l'impression que l'Europe est un peu le maillon faible dans cette mondialisation. Est-ce que c'est votre sentiment aussi? Alors, d'abord, si on regarde, c'est ce que nos pères ont créé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même un miracle. Des nations en guerre se sont retrouvées unies dans le sens que chacun et chacune respecte sa diversité. Pour moi, c'est comme un miracle qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous sommes tous dans la nécessité de contribuer à ce miracle. Mais c'est un peu la même chose que j'ai évoqué sur la France. Quand vous posez la question à nos parents, ils disent oui, l'Europe, c'est la paix. Dans notre génération, l'Europe, c'est la mobilité sans passeport. Quand vous posez la question à nos enfants, ils vous disent mais pourquoi vous me posez cette question? Là aussi, le projet de demain manque. L'Europe de demain, c'est quoi? Et c'est à cause de ça, je pense, on est un peu perdu parce qu'on n'a pas encore trouvé le moteur de demain. Est-ce que le moteur de demain, c'est la gouvernance probablement de l'Europe sur laquelle il va falloir réfléchir? Est-ce que
ça permet aujourd'hui, la gouvernance actuelle permet de poursuivre le miracle dont vous parliez tout à l'heure des années précédentes. Alors, on voit que le rapport Draghi est resté presque lettre morte. Donc, qu'est-ce qui... Deux réponses à ça. Un, la gouvernance est toujours une excellente excuse pour se perdre. Je veux dire, on a un cadre de gouvernance et dans ce cadre de gouvernance, on a aujourd'hui beaucoup de moyens de faire quand même bouger l'Europe. On parle toujours, par exemple, de l'unanimité des 27. Oui. Alors, rien empêche 2-3 pays forts à se mettre ensemble et commencer un mouvement. Dans le passé, ça s'est fait comme ça. Je veux dire, si aujourd'hui on parle sur l'union des marchés de capitaux, ce projet existe depuis 20 ans. Il y a un seul sujet à régler, comment on peut trouver des moyens pour financer des entreprises de croissance pour qu'ils ne partent pas aux États-Unis. C'est un sujet très précis où on peut trouver une solution très simple. Non, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une énorme réforme sur la totalité des marchés en essayant de trouver la solution pour un sujet. Focalisons-nous sur ce sujet au lieu de traiter la totalité. Et je pense que c'est ça. Et deux, si on ne trouve pas à nouveau l'amour pour l'Europe, c'est ça le projet pour l'Europe, on ne va pas y arriver. Le rapport Draghi est très bien, mais ça reste quand même un rapport technocratique. Il faut de l'amour pour l'Europe, un projet pour l'Europe. Il pose quand même assez clairement le sujet. Enfin, pour la première fois, c'est écrit par en plus une personnalité respectée qui pose un problème, enfin qui pose le sujet de la réindustrialisation, par exemple. Est-ce que, de votre point de vue, la réindustrialisation de l'Europe et au passage de la France, est-ce que c'est ça un des grands sujets européens? Quelque chose qui pourrait être... Absolument. Mais je veux dire, Mario Draghi a absolument raison avec tout ce qu'il écrit. La question est encore une fois, parce que c'est très complexe et on ne peut pas traiter tout en même temps. Par exemple, le sujet de la réindustrialisation est très lié à la question de l'approvisionnement et le prix de l'énergie. Aujourd'hui, on n'a malheureusement pas encore résolu ça. Et à mon avis, il faut prendre le rapport et dire quelles sont les 3-4 priorités et quels sont les facteurs clés à régler et se focaliser là-dessus. C'est la même chose dans l'entreprise. J'ai 1000 problèmes à résoudre chaque jour, mais j'ai que 24 heures. Il faut que je me focalise. Vous parlez de l'importance de pays forts dans l'Union européenne. On a... le couple franco-allemand, qui a été historiquement ce moteur de l'Europe. Vous-même, vous êtes d'origine franco-allemande. Est-ce que vous considérez que ce couple-là, qui était un peu au point mort, fonctionne un peu mieux depuis que le chancelier Merz est arrivé? Où il y a encore du... Absolument. Le couple fonctionne mieux, la relation amicale franco-allemande marche mieux, mais là, c'est la même chose. Si vous regardez, je veux dire, tout ce qui est discuté à Toulon à l'époque, on voit quand même, on parle de beaucoup de priorités. Il faut se réduire sur moins. Et deuxièmement, ce couple, dans le temps, a quand même, eux, des enfants. Si je reste dans la notion familiale, il y a aujourd'hui d'autres pays qui sont très adultes, la Pologne, l'Espagne, l'Italie, qu'il faut peut-être réfléchir à une nouvelle formule qui dépasse le couple. D'accord. Alors, la France... Pour mener tous ces projets, il faut quand même avoir une voix qui porte. Est-ce que vous estimez qu'à force de ne jamais respecter les traités, notamment sur la stabilité financière, la France a perdu de la crédibilité? On l'entend beaucoup, hein, mais vous qui voyagez beaucoup, est-ce que vous constatez ça? Le fait de n'avoir jamais des comptes au carré, ne respecter jamais les engagements, finalement, les engagements européens pris sur les finances publiques, est-ce que la France perd sa voix en Europe? Alors je pense que vous pouvez trouver pour n'importe quel pays des points pour les critiquer. Je veux dire, je peux faire la même chose sur l'Allemagne. Comment on peut se focaliser sur l'approvisionnement de l'énergie avec la Russie, auto-Chine. Je veux dire, vous avez dans n'importe quel pays des questions de criticisme. Encore une fois, moi, j'y crois pas du tout au criticisme. C'est une perte de temps et en plus un manque de responsabilité. La seule question est, nous sommes où nous sommes, comment on peut y sortir.
réussir. Et je pense que c'est là où on peut regagner de la crédibilité si la France est capable de redresser ses comptes, et ça vient par une responsabilisation des gens pour un projet commun. J'y crois totalement. Ce sujet que la France n'est pas réformable, j'y crois pas du tout. On peut y arriver, mais il faut un projet commun. Alors, on va parler maintenant d'AXA et de l'assurance, qui est un métier effectivement que vous connaissez très bien. Et en arrivant, vous avez pris une décision assez radicale, c'est-à-dire que vous êtes sorti des métiers qui sont purement financiers, notamment la gestion d'actifs, ce qui était un peu à contre-courant de ce que faisaient vos concurrents. Pourquoi ce choix un peu à contre-pied du reste du secteur ? Alors à l'époque, on a vu que les taux d'intérêt ont été très bas, et même aujourd'hui, les taux réels après inflation restent très bas. Et c'est pourquoi on a dit, pour vraiment voir où est la croissance et où est aussi le modèle classique de l'assurance, c'est clairement dans les risques techniques. Parce qu'à l'époque, on a quand même vu quels sont les drivers de notre monde. C'est la question de la globalisation, c'est la question de la santé. Et je pense, après Covid, on est tous d'accord que ça a quand même pris beaucoup de l'ampleur. Et c'est la question de retraite. Nous avons été dans l'assurance vie qui était beaucoup en concurrence avec les banques, beaucoup en concurrence avec les gestionnaires d'actifs, dans un environnement des taux bas. Et c'est pourquoi on a pris ce virage, et je pense aujourd'hui, on est tous heureux d'avoir pris ce virage. Donc l'idée étant de se recentrer sur l'assurance aux personnes et aux entreprises. Oui, c'est ça. Alors, mais avec le métier classique de l'assureur, où vous êtes moins en concurrence avec les banques et les gestionnaires d'actifs. On voit émerger de nouveaux risques partout dans le monde. Alors, il y a bien sûr le risque climatique, on voit le risque cyber, on voit le vieillissement de la population. Alors, la question est simple, est-ce qu'on pourra tout assurer demain ? Alors, tout est assurable, c'est juste une question du prix. Et ça, c'est la problématique, parce qu'aujourd'hui, on se trouve dans la situation suivante. Les risques augmentent, le prix des risques augmente, et la possibilité pour les entreprises et les personnes de prendre l'assurance diminuer. Et c'est ça le problème où on doit lutter contre. Alors, il y a une façon de dire comment on peut réduire l'occurrence des risques, c'est pas la prévention. Si vous travaillez en amont pour éviter un sinistre qui est faisable, c'est beaucoup mieux. Et c'est pourquoi notre industrie doit changer de juste être l'institution du paiement du sinistre vers le partenaire du client qui essaie d'éviter le sinistre. Donc c'est-à-dire vous n'êtes plus le payeur, mais vous êtes, enfin en tout cas plus toujours que le ça, payeur, mais aussi celui qui accompagne les clients. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous faites pour aider à la prévention des... Ça veut dire par exemple, si un sinistre se passe, une inondation, un vent, un feu qui a fait brûler l'entreprise, dans la reconstitution et reconstruction de l'usine, de réfléchir, ok, qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour que c'est mieux protégé contre le vent, pour que c'est mieux protégé contre l'eau, pour que c'est mieux protégé contre le feu. Dans la même manière, dans la santé, on peut aider des gens à vivre une meilleure vie. Dans la façon dont qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il boit, combien de temps il dort. Et là, vous les conseillez là-dessus ? Oui, parce que nous avons quand même beaucoup de données. Oui. On sait qu'est-ce qui est bon, on sait qu'est-ce qui n'est pas bon. Et donner ça aux gens, aider les gens à vivre une meilleure vie, c'est mieux. La même chose sur le cyber. On peut se protéger. Et même si un cas se passe, il faut vite être sur les jambes pour être capable de recourir. On parle beaucoup du réchauffement climatique, hein, vous disiez les inondations, les grands feux, etc. Votre prédécesseur, Henri de Castries, disait il y a 10 ans, un monde à plus de 4 degrés n'est plus assurable. Est-ce qu'il n'est pas trop tard maintenant pour freiner ce réchauffement climatique et continuer à assurer vos clients sur ce risque-là ? Alors,
C'est vrai que à l'époque c'était 4 degrés. Aujourd'hui, nous avons déjà beaucoup baissé, Oui. mais on n'est pas encore aux 2 degrés qui ont été envisagés. Ça veut dire qu'il faut qu'on continue notre trajectoire, mais qu'on le continue dans une manière que c'est socialement acceptable. Aujourd'hui, on se trouve malheureusement dans la situation dans laquelle il y a beaucoup d'endroits qui sont difficilement assurable parce que le prix est trop élevé, mais même là aussi, on peut aider les gens pour mieux construire, pour être capable de s'assurer. Le sujet, à mon avis, de tous ces risques-là est que ça touche tout le même risque, je veux dire, final, qui est, à mon avis, pour nous le plus dangereux. C'est le risque social. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les risques climatiques, les risques de santé, les problèmes budgétaires des États, ça risque d'affecter négativement notre tissu social et notre cohésion sociale. Et c'est pour ce risque-là et le risque qui m'inquiète le plus. Donc vous êtes un risque aussi de stabilisateur social. Ah, bien sûr, parce que l'assurance, c'est quoi? On assure des gens. La majorité des gens va bien pour qu'ils puissent aider les gens qui ne vont pas bien. Et aujourd'hui, trop de gens sont en dehors de ce système. Malheureusement, les États n'ont plus d'argent pour aider ces gens. Et l'assureur est clairement au milieu de la cohésion sociale. Et parce que cette cohésion sociale nous a beaucoup aidés, nous a beaucoup aussi permis de développer nos nations, il est absolument important de réimaginer ce contrat social. Et l'assureur joue un rôle important là-dedans. Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle qui percute absolument tous les métiers, et j'imagine aussi l'assurance. Alors, en quoi est-ce que ça bouleverse votre métier de l'assurance ? Concrètement, qu'est-ce que... Alors, vous avez pour la prévention, plein de sujets. Par exemple, pour la prévention, absolument, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de données et on n'arrive pas à les exploiter. Parce que soit ils ne sont pas dans un format à exploiter, parce que comment ça se passe si quelqu'un vient ici pour regarder les sprinklers, il ou elle fait un rapport PDF, c'est utilisé pour ce bâtiment et après, c'est plus utilisé. Si j'arrive à utiliser toutes les données là, je peux beaucoup mieux aider les gens dans l'assurance et dans la prévention. Et c'est ça, à mon avis, notre potentiel, utiliser tout ce qu'on a au service des clients. Vous parliez tout à l'heure des risques de cybersécurité. Est-ce que vous estimez que les entreprises, notamment en France aujourd'hui, sont suffisamment préparées et armées contre ce type de risque ? Non, et c'est difficile de se préparer parce que malheureusement, les criminels de l'autre côté ont toujours un coup d'avance. Et l'innovation, y compris dans l'IA, est le plus développé dans cette partie-là. Ça veut dire qu'on ne peut jamais assez se préparer. Je vois quand même que les niveaux de préparation augmentent, mais malheureusement, le cyber aujourd'hui est devenu une activité criminelle du point de vue industriel. Ouais. Vous pouvez acheter aujourd'hui des campagnes complètes de la communication jusqu'à l'encaissement du ransom dans le dark web. Ouais. Je disais tout à l'heure que toute l'histoire d'AXA a été bâtie, enfin, pas toute, mais en grande partie quand même, sur la croissance externe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le périmètre d'AXA peut encore évoluer ? Est-ce que vous êtes toujours dans cette logique de développement où, si des entreprises sont à racheter pour vous faire grossir, vous saisirez l'opportunité ? Et dans quel secteur vous cherchez ? Oui, alors l'histoire d'AXA, c'est vrai, était toujours accompagnée par des acquisitions jusqu'au moment où on s'est dit, il y a quelques années, on a une plateforme qui est suffisamment globale, on a une plateforme qui est suffisamment focalisée, en étant le plus grand assureur des entreprises au monde et un des plus grands en Europe. Là, on a plutôt focalisé dans les dernières années sur l'organique, qui est très bien marché. Vous avez vu, 7% de croissance de chiffre d'affaires. On n'a jamais vu ça. Bien sûr, on fait des acquisitions. On vient de faire... On a fait une grosse quand même. Oui, mais on vient de faire une Prima cet été. En Italie. Mais en Italie, exactement. Mais c'est plutôt des acquisitions qui complètent notre portefeuille. Des acquisitions structurantes, je pense, on les a fait.
Très bien. Alors, pour terminer cette émission, Thomas Böberl, on va parler un peu de vous. Alors, on le disait, vous êtes d'origine allemande, mais vous avez aussi la nationalité française. Vous avez été officier de réserve. Je suis encore. Vous êtes encore, effectivement. Et qu'est-ce qui différencie fondamentalement la France de l'Allemagne dans le monde des affaires? Vous dites que chacun défend ses positions aussi. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre les deux pays dans la façon de concevoir l'économie? Absolument. En Allemagne, la politique et l'économie sont beaucoup séparées. En France, c'est beaucoup plus rapproché, y compris par exemple le militaire. Le militaire en Allemagne joue un rôle très différent, voire inférieur à la France. Il y a très peu de liaison entre économie et militaire. Moi, je préfère qu'il y a des grands liens entre les trois pour qu'on puisse apprendre l'un de l'autre. Je veux dire, moi, je suis très reconnaissant à mon activité comme officier de réserve parce que j'ai appris tellement dans la sphère militaire pour la conduite d'une entreprise. Certainement, quand on parle sur le principe de délégation... La conduite de l'entreprise doit être plus militaire et... Non, pas plus militaire, mais par exemple, le fait de délégation et donner le pouvoir aux équipes sur le terrain, c'est quelque chose dans lequel je crois profondément. Et certainement, dans mes presque 10 ans chez AXA, j'ai beaucoup poussé pour que la décision soit prise au niveau local. Là, j'ai quand même copié-collé de la Marine nationale. Une dernière question rapide qu'on pose à nos invités. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, que vous n'étiez pas assureur, qu'il fallait choisir quelque chose, qu'est-ce qui vous aurait fait rêver ? Être plus diverse dans ma vie. J'étais trop focalisé sur mes études et sur ma profession. Et uniquement plus tard dans ma vie, j'ai fait plus de choses à côté. La réserve, je fais aujourd'hui beaucoup de sport dans l'équitation, je lis beaucoup, je m'intéresse à la chose politique et je veux dire c'est cette diversité dans la vie qui vous donne beaucoup d'idées pour votre quotidien. Vous auriez bien développé ça plus tôt. Oui, j'ai pas fait ça assez tôt. Mais vous l'avez fait, c'est déjà... Je l'ai fait, mais quand même 20 ans trop tard. Merci Thomas Böberl, cette émission est maintenant terminée. Merci Olivia. Merci Gaëtan. Et merci à vous de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur le Figaro TV bien sûr ou sur notre site sur lefigaro.fr. À bientôt pour un nouveau numéro d'Esprit d'entreprise.